Bien, je vous remercie. Je précise effectivement que le commissaire Schmitt n'a pas utilisé ces termes, mais n'a certainement pas porté un regard sur les déclarations de tel ou tel ministre français. C'est absolument pas ingéré dans nos propres débats de politique intérieure. Je propose qu'on prenne les questions de députés deux par deux pour que vous puissiez y répondre plus rapidement, Madame la Première ministre. On a d'abord Monsieur Kerblat, puis Monsieur Sguincy. Merci, Monsieur le Président. Madame la Première ministre, la relation du travail ne dépend pas de ce que veulent les partis, mais de la réalité objective de la réalité du travail. Ce n'est pas parce que je veux être indépendant que je suis indépendant. Et vous avez fait une grande défense, là, de ces travailleurs que nous connaissons, que nous avons interrogés aussi, qui disent qu'être indépendant, c'est important pour eux. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a une subordination. Et c'est ça que la directive européenne assume. En septembre 2021, à l'Assemblée nationale, vous vous êtes exprimé contre une directive sur le principe de présomption de salariat. Et on tient à disposition la vidéo de l'époque. Vous avez donc changé d'avis, ou bien vous êtes toujours opposé à la directive. Ou bien vous avez, il me semble hélas que c'est la bonne réponse, décidé de vider de sa substance la présomption de salariat, comme on a pu le démontrer avec la proposition de la présidente tchèque, la présomption de salariat dans la directive par vos prises de position au Conseil de l'Union européenne. Et j'ai une question très rapide. En attendant l'application de cette directive, qui est nécessaire et qui est soutenue par la Commission européenne, il y a la question de tous ces travailleurs sans papier qui sont dans un statut flou, qui sont dans un statut souvent illégal, avec en effet des gens qui leur vendent des comptes. Et il serait peut-être temps, à l'aune de la future loi Asile-Immigration, de réfléchir à des gens qui travaillent dans le pays et qu'il faudrait peut-être intégrer à la circulaire Valls pour leur régularisation. Je vous remercie, Madame la Première ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Première ministre. Alors que les évolutions économiques du XXe siècle avaient entraîné un déclin du travail indépendant, cette tendance s'est inversée ces dernières années. Cette volonté d'indépendance des travailleurs conduit une part croissante d'actifs à privilégier des conditions de travail dans lesquelles ils gardent une indépendance réelle. Comment analysez-vous ce nouveau rapport au travail ? Comment analysez-vous les effets économiques qui ont été entraînés par l'adoption du régime de la micro-entreprise par les travailleurs ? Comment intégrez-vous également ces éléments dans votre politique qui conduit notre pays vers le plein emploi ? Et dernière petite question, avez-vous un avis, considérez-vous utile d'étendre aux travailleurs indépendants certaines protections qui sont aujourd'hui fortement liées au statut de salarié, par exemple une durée maximale de travail? Voilà, quelle est votre position par rapport à ce sujet-là? Je vous remercie. Donc, sur la première question, je ne suis pas sûr que vous ayez totalement écouté l'exposé que j'ai essayé de faire de la position de la France sur le sujet. On est dans un cadre qui est nécessairement contraint, puisque l'Europe n'a pas de compétences sur le travail indépendant. Donc le champ de la directive est par nature forcément limité au cas dans lequel la relation entre une plateforme et un travailleur crée de fait un lien de subordination et donc relève du salariat. Moi, on n'a aucune difficulté, et la position que la France a apportée dans le cadre des discussions sur la directive, ce n'est pas de s'interroger sur la pertinence d'avoir des critères européens permettant de qualifier la relation entre une plateforme et un travailleur et de faciliter la requalification en travail salarié quand c'est le cas, c'est de dire que ça doit se faire sur la base de critères clairs. Si les critères sont flous et qu'à la fin c'est le juge qui doit se prononcer, finalement la directive n'aura pas apporté d'avancée. Par ailleurs, ce qu'on porte aussi, c'est le fait qu'on assiste, comme vous venez de le dire, monsieur le député, à l'émergence de nouvelles formes d'activité et qu'il nous semble important que le fait d'être un travailleur indépendant ne dispense pas de se préoccuper de créer des droits pour les travailleurs concernés. Donc ce qu'on souhaite, c'est à la fois qu'on soit au clair, mais je pense qu'il y a de la jurisprudence en France qui est parfaitement limpide sur le sujet, sur les conditions dans lesquelles une relation doit être requalifiée en salariat, et que
quand ça n'est pas le cas, parce que ça peut être un choix d'une partie de nos concitoyens de vouloir décider librement, notamment de son temps de travail, de l'organisation de son travail, de son outil de travail, ça ne doit pas nous dispenser de réfléchir à la protection qu'on doit apporter aux travailleurs qui font le choix d'être indépendants. Puisque Madame la députée parlait des retraites, c'est dans cet état d'esprit-là, par exemple, qu'on a souhaité que les professions libérales puissent bénéficier d'une bonification pour leur retraite pour le 3e enfant, et qu'ils auront désormais la même protection que les salariés pour une majoration de 10% de la retraite pour des travailleurs donc, qui sont indépendants. Et Monsieur Cingolski. Non, j'ai essayé de répondre. Ce qu'on peut constater, c'est qu'en effet, il y a une évolution de la relation au travail, et il y a certainement, de la part d'une partie de nos concitoyens, une volonté de plus d'indépendance. Et ça peut être un choix fort de décider de travailler sur certaines plages horaires, de décider ensuite de ne pas travailler. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on doit intégrer. Je pense que ce qu'on doit avoir en tête aussi, pour moi c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant, c'est le fait que les personnes qui font le choix de ce travail indépendant aient bien en tête les futurs droits sociaux dont ils pourront bénéficier. On évoquait notamment les personnes qui avaient choisi, qui voulaient, qui travaillaient avec une plateforme qui prétendait mettre en relation l'hôpital et des aides-soignantes dans le cadre d'un statut faussement indépendant. Les personnes qui faisaient ce choix-là n'avaient sans doute pas bien en tête, ou en tout cas ne prenaient pas toute la mesure de la plus faible protection sociale que ça pourrait leur donner. Donc je pense qu'on ne va pas aller contre le sens de l'histoire d'avoir une partie de nos concitoyens qui sont moins enclins à accepter des CDI. J'imagine que vous avez entendu comme moi des entreprises qui disent le salarié qui a un CDD, je lui propose un CDI, il n'en veut pas. De la même façon, vous avez des travailleurs qui ne souhaitent pas un statut de salarié. Je pense que ça doit quand même nous amener collectivement à réfléchir à la façon dont les personnes en question auront demain des droits sociaux suffisants et une protection sociale suffisante.